lors des repas de famille pour les fêtes. C'est un conseil effectivement de l'OMS qui a été diffusé ce matin et qui est convergent avec les recommandations que nous avons portées, puisqu'il y a eu un avis du conseil scientifique et il y a eu un avis du Haut Conseil à la santé publique sur la question des fêtes de fin d'année. Pour schématiser les choses et le dire de manière claire, si vous passez votre réveillon de Noël avec des personnes qui sont extérieures à votre foyer habituel, évidemment que les gestes barrières doivent être respectés le plus scrupuleusement possible, et cela implique évidemment le port du masque, notamment quand vous êtes en présence de personnes vulnérables ou âgées. Donc c'est convergent avec ce que nous portons et ce que les autorités scientifiques françaises ont émis comme recommandation. J'ai une autre question sur le terrain diplomatique international. Les parties prenantes à l'accord sur le nucléaire iranien sont réunies à Vienne aujourd'hui. Est-ce que le président ou le ministre des Affaires étrangères vous ont fait part de ce qu'ils attendaient de cette réunion avec le retour des États-Unis, en tout cas de Joe Biden, dans le jeu? Ce n'est pas un sujet qui a été discuté ce matin au Conseil des ministres, mais je m'engage à revenir vers vous dans la journée avec davantage de précisions sur ce sujet. Bonjour, Rimom Taz de Politico. Facebook hier a annoncé que les éléments affiliés avec l'armée française étaient engagés dans une campagne d'influence en ligne en Afrique face à une campagne d'influence russe. Est-ce que la France a bien lancé une telle campagne d'influence, premièrement? Et deuxièmement, est-ce que si c'est le cas ou pas, est-ce qu'il y a une enquête interne en France pour essayer de voir si les comptes qui sont pointés sont en lien ou pas avec l'armée ou l'État français? Je n'ai pas d'informations sur ce sujet, mais là aussi, je m'engage à revenir vers vous, ou est-ce que le ministre ou la ministre compétent revienne vers vous sur ce sujet? Oui. Bonjour, Elisabeth Pinault de l'agence Reuters. Sur le Brexit, vous avez dit que la France n'accepterait pas n'importe quel accord. Avez-vous des informations concernant l'imminence d'un accord? Merci. Bon, écoutez, les discussions et négociations ont été prolongées. On approche du moment de vérité. Le président de la République s'est entretenu encore très récemment avec Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne. Les discussions se poursuivent. Moi, je ne veux pas donner d'indications qui pourraient influer sur ces discussions qui sont en cours. On a toujours été très clair sur le fait que nous souhaitions un accord, mais pas n'importe quel accord, qu'un certain nombre de lignes rouges ont été fixées, soit au niveau européen pour la défense des intérêts européens, soit au niveau français, sur le sujet notamment de la pêche, par exemple, dont vous savez qu'il est extrêmement important dans ce contexte-là. Bonjour, Maxence Lambrec, France Inter. Pour revenir sur l'avis du conseil scientifique qui a suggéré l'autoconfinement des élèves de la maternelle au lycée juste avant les fêtes, avec une tolérance qui sera accordée pour demain et vendredi, l'absence des enfants. Des syndicalistes enseignants disent donc l'école est un lieu de contamination, donc le protocole doit être renforcé en janvier à la rentrée, puisque d'une certaine manière le conseil scientifique reconnaît que l'école est un lieu de contamination. Je vous remercie de me poser cette question parce que beaucoup de choses ont été dites et écrites depuis la publication de cet avis du conseil scientifique, et il faut être clair. Il faut être clair pour les enseignants, pour la communauté éducative. Il faut être clair pour les parents et pour les familles qui, légitimement, s'interrogent et se posent des questions sur la fin de cette semaine. Le conseil scientifique a été saisi pour remettre un avis sur la question des fêtes de fin d'année. Ce n'est pas un avis sur l'école. Et en aucun cas, il n'est dit dans l'avis du conseil scientifique que l'école est un lieu à risque particulièrement de contamination. Au contraire, des précédents avis du conseil scientifique ont validé notre choix d'avoir ouvert les établissements scolaires. Et je vous renvoie aux points qui sont faits tous les jeudis. Il y en aura un demain, il y en a eu un la semaine dernière par le ministère de l'Éducation nationale sur le nombre de contaminations détectées dans le cadre scolaire, qui est extrêmement faible. Jeudi dernier, je crois que sur les 7 jours précédents, chiffres à vérifier, ils ont été rendus publics. Je crois que c'est 0,04% de contaminations qui ont été détectées dans les établissements scolaires. Donc l'avis du conseil scientifique ne dit pas du tout qu'il y a un risque à envoyer ses enfants à l'école, et c'est très important de le signaler et d'être clair sur ce point. De même qu'il ne recommande pas de ne pas scolariser ses enfants jeudi et vendredi. Qu'est-ce qu'il dit, cet avis? Il dit qu'en prévision des fêtes de fin d'année, il est recommandé de réduire le plus possible ses contacts sociaux, c'est-à-dire d'avoir, au-delà des activités qui sont essentielles, une limitation des contacts sociaux dans un contexte où nous sommes sortis du confinement et où nous sommes maintenant avec un couvre-feu et il n'y a plus d'attestation en journée.
Vous savez qu'il y a beaucoup de Français qui s'attachent à respecter scrupuleusement les avis, les recommandations. C'est d'ailleurs l'essentiel des Français et qui du coup se posent des questions très concrètes. Si je veux aller au bout de cette recommandation et pratiquer en cadre familial un isolement le plus complet possible, est-ce que je serai pénalisé ou mes enfants seront pénalisés s'ils ne vont pas à l'école jeudi et vendredi? Et c'est là où le Conseil scientifique recommande, et nous avons repris cette recommandation, de tolérer les absences d'élèves jeudi ou vendredi pour ces motifs, pour qu'ils ne soient pas pénalisés. J'espère avoir clarifié ce point. Il y a une relance. Et donc, non, mais le renforcement du protocole à l'école est exclu à la rentrée de janvier. À ce stade, il n'y a pas de renforcement annoncé. Je rappelle qu'il a été renforcé dans le cadre des dernières semaines, des derniers mois, avec un renforcement sur l'aération, sur le nombrage des élèves, sur un certain nombre de directives qui sont données pour les repas, pour les cours, notamment les cours d'éducation physique et sportive. Mais à ce stade, je n'ai pas d'informations sur un nouveau renforcement. À la rentrée en janvier, le 19 janvier, l'Assemblée étudiera comme premier texte un projet de loi organique révisant les règles de l'élection présidentielle. On se demande ce qui se cache derrière ce projet de loi organique. Est-ce que c'est juste des histoires de comptes de campagne qui démarreront plus tard avec le report des élections régionales? Est-ce que ce texte a déjà été adopté en Conseil des ministres aujourd'hui? Si ce n'est pas le cas, j'imagine que ce sera lundi prochain. De quoi s'agit-il? Il n'a pas été adopté en Conseil des ministres aujourd'hui, et donc nous aurons cette discussion quand il le sera. Bonjour, Loïc Signor, CNews. Après les propos du président de la République sur les violences policières, de nombreuses manifestations ont lieu de la part des forces de l'ordre par différents moyens d'action. Et certains menacent de faire la politique de la chaise vide lors du Beauvau de la sécurité, notamment le syndicat UNSA Police. Le président leur a écrit pour dire qu'il allait s'engager personnellement. Qu'est-ce que ça veut dire? En a-t-il parlé ce matin au Conseil des ministres? Et comment éviter un échec de ce Beauvau de la sécurité? Vous avez rappelé l'interview du président de la République donnée aux médias bruts. Vous avez fait référence à ce terme de violence policière, et il me semble important de le faire ici. Je le fais dès que j'en ai l'occasion, de rappeler le contexte dans lequel ont été tenus ces propos, puisqu'ils sont régulièrement, on le voit, instrumentalisés. Le président de la République les a employés pour précisément les déconstruire et pour casser cette idée véhiculée politiquement par certains qu'il y aurait une violence systémique organisée dans notre police. Il n'en est évidemment rien. Ça a pu être dit, répété, mais vous le savez qu'il n'en est rien. À partir de là, évidemment, nous suivons les déclarations qui peuvent être faites. Moi, je rappelle l'engagement extrêmement fort qui a été annoncé par le président de la République avec ce Beauvau de la sécurité qui démarrera dès le début d'année et qui s'attachera à répondre à l'ensemble des difficultés qui ont été évoquées, mises en avant ces derniers mois pour notre police. On a commencé à agir très fortement dès 2017 pour soutenir notre police dans ses moyens et dans sa capacité à agir partout en France, en recrutant 10 000 policiers supplémentaires, en modernisant le parc automobile de la police. Je rappelle que d'ici à la fin de l'année prochaine, un véhicule sur 4 de la police aura été renouvelé, en payant les heures supplémentaires qui étaient stockées depuis des années, en augmentant le budget de la sécurité globalement de plus d'1 milliard d'euros. Il y a un investissement massif et cet investissement doit se poursuivre, doit aussi s'attacher à un certain nombre d'enjeux comme celui de la formation. Et c'est tout l'enjeu de ce Beauvau. Vous avez évoqué un terme qui est celui de politique de la chaise vide. Je vais vous dire mon avis, la chaise vide n'a jamais permis de faire progresser les choses. Et donc évidemment, notre souhait, c'est que la participation soit la plus large possible à ces travaux, mais je n'ai pas de doute qu'elle le sera, puisque quand nous échangeons avec des policiers sur le terrain, ce qui nous arrive régulièrement à l'occasion de déplacements, il y a une attente très forte autour de ces chantiers et autour de progrès très concrets pour le quotidien et l'exercice de nos forces de l'ordre. Oui. Bonjour, il y a eu ce matin un conseil de défense Covid et il y a eu donc ces informations sur un avancement des autorisations des premiers vaccins. Est-ce que le calendrier qui avait été fixé, 1 million de personnes vaccinées en janvier, 14 millions en février, tient toujours? Et question corollaire, en 2013, on a rendu le vaccin de l'hépatite B obligatoire pour les personnels de soignants en EHPAD et en hôpital. Pourquoi est-ce que ce n'est pas le cas pour le Covid? Vous comprendrez que je ne vais pas ici faire une conférence de presse sur la vaccination alors que le Premier ministre s'exprimera devant la représentation nationale sur ce sujet dès cet après-midi et qu'il aura l'occasion de répondre à ces questions. Mais je peux vous dire que notre stratégie vaccinale et le calendrier qui a été annoncé restent évidemment d'actualité, que nous allons
le poursuivre. Pour ce qui est de l'obligation, le président de la République a eu l'occasion de s'exprimer très directement, là aussi, aux Français sur cette question. Nous faisons le pari pour l'efficacité, de la confiance et de la transparence. C'est pour nous le meilleur moyen de parvenir à une efficacité autour de cette campagne vaccinale, et ce sont les deux valeurs qui nous guident. Je parlais du personnel soignant. Vous savez que parmi les infirmiers, infirmières, parmi tous les aides-soignants, il y a également une forte proportion de gens qui ne voudraient pas se faire vacciner. Il y a quand même un autre type de responsabilité. Est-ce qu'il n'y a pas une stratégie différente à avoir ? C'est un sujet, vous le savez, une population, les soignants qui ne sont pas concernés par la toute première phase de la vaccination de janvier, hormis les soignants qui sont vulnérables dans les établissements accueillant des personnes âgées dépendantes. Donc je ne vais pas revenir ici sur ce sujet-là, mais si ce n'est pour vous dire que la confiance par la transparence, cela vaut évidemment pour tout le monde, et c'est notre stratégie globale autour du vaccin. S'il n'y a pas d'autres questions, Marie Chantret. Une dernière, juste sur cette clause de revoyure à 3 semaines pour l'ouverture des lieux de culture. Donc on est autour du 7 janvier. Est-ce que vous n'avez pas peur d'un effet déceptif, qu'il n'y ait pas ce temps nécessaire après les fêtes que vous avez toujours mis en avant, que vous annonciez le 7 janvier que la réouverture ne soit pas possible de ces théâtres, de ces musées, de ces cinémas, et qu'à nouveau vous créez une déception chez tous ces professionnels qui montent au créneau. On les a vus dans la rue hier, on a vu les acteurs accuser le président, je cite, de se foutre de la culture. Ces attaques vont loin. Est-ce que, voilà, qu'est-ce qu'il en est ? Ce qu'il en est d'abord sur le fond, c'est que les lieux de culture sont malheureusement, je dis malheureusement parce que tout le monde le déplore. Personne ne se lève le matin en étant heureux de fermer des cinémas, des théâtres, des musées. On se lève le matin après avoir rêvé de pouvoir les rouvrir. On rêve tous de pouvoir les rouvrir. Et quand je dis tous, c'est la quasi-totalité des pays européens, puisque quand vous regardez aujourd'hui autour de nous, chez nos voisins, c'est la même situation. Ce sont les mêmes débats et la même déception, évidemment. En revanche, là où nous nous distinguons, c'est par l'accompagnement financier massif que nous mettons en place pour soutenir le secteur culturel, pour qu'il continue à vivre, avec un plan de 7 milliards d'euros, avec 1 milliard d'euros dédiés à la prolongation des droits des intermittents du spectacle pendant 1 an, avec une compensation des pertes de billetterie pour les établissements culturels, avec là encore des fonds qui viennent d'être débloqués, parce que c'est vrai que peut-être qu'un certain nombre d'acteurs s'étaient préparés, et sûrement d'ailleurs à pouvoir rouvrir le 15 décembre, ils l'espéraient, ce qui veut dire de l'affichage, ce qui veut dire un certain nombre de frais. Nous allons les compenser et les rembourser. Nous faisons un accompagnement millimétré au cas par cas, précisément pour permettre à nos acteurs culturels de continuer à vivre. Et ça, je crois que ça nous distingue de beaucoup de pays, et c'est une fierté. Ça ne masquera évidemment jamais la déception des acteurs de ne pas pouvoir rouvrir, parce qu'au-delà d'un exercice professionnel, c'est une passion pour eux aussi, et c'est une passion par ailleurs pour les Français qui, dans ces moments difficiles, évidemment, ont besoin de culture et ont besoin de pouvoir s'évader. Donc il y a vraiment une convergence sur le fait que nous souhaitons tous pouvoir les rouvrir, mais il y a une prudence qui est nécessaire. Moi, je veux rappeler que cette étape du 15 décembre, lorsqu'elle a été annoncée par le président de la République, elle était évidemment conditionnée à ce que nous ayons une maîtrise de la circulation du virus, qui passe notamment par une limitation des cas par jour à 5 000 cas par jour. Aujourd'hui, nous sommes à un plateau entre 10 000 et 15 000 cas selon les jours. Et je suis absolument convaincu que si nous avions fait le choix de franchir cette deuxième étape, quand bien même les conditions n'étaient pas réunies en matière sanitaire pour le faire, nous serions en train d'avoir un débat, et vous seriez en train de m'interroger légitimement pour me demander si nous n'avions pas fait prendre à notre pays des risques inconsidérés en ne tenant pas les objectifs de maîtrise de l'épidémie que nous avions nous-mêmes fixés. Donc c'est difficile, on en est parfaitement conscient. La ministre de la Culture échange de manière continue et régulière. Ces derniers jours se sont tenues beaucoup de réunions avec les acteurs de la culture pour préparer les prochaines échéances. J'entends ce que vous dites et la question que vous posez. Moi, je pense qu'il y a un besoin, là encore, de visibilité et de point de rendez-vous. Je pense que ce qu'il y a de plus déceptif, c'est de ne pas avoir de perspective. Et c'est tout l'enjeu de la stratégie par étapes qui a été annoncée par le président de la République, évidemment conditionnée à des conditions sanitaires. C'est tout l'enjeu que de donner cette visibilité avec des règles du jeu, entre guillemets, qui sont claires pour tout le monde, pour qu'on puisse se projeter. Et je pense que c'est aussi un enjeu, au-delà de la visibilité donnée aux acteurs, c'est aussi un enjeu de mobilisation pour nous toutes et nous tous et pour tous les Français. Quand on se mobilise en respectant les gestes barrières, en faisant en sorte de casser les chaînes de contamination,
on le fait aussi pour arriver à un objectif de maîtrise de l'épidémie qui nous permettra de revivre le plus normalement possible et qui permettra à un certain nombre d'acteurs de pouvoir ouvrir. Merci beaucoup. Bonjour, Julie-Marie Lecomte, France Info. Visiblement, hier, lors de son déjeuner avec les présidents de groupe de l'Assemblée, Emmanuel Macron a regretté d'avoir distingué les activités ou les biens essentiels et non essentiels. Est-ce qu'il a répété aujourd'hui, lors du Conseil des ministres, que c'était en fait une faute politique initiale? Alors, je n'étais pas à ce déjeuner, mais je n'ai que peu de doutes sur le fait que le président de la République ait pu le dire, puisque nous le disons depuis maintenant plusieurs semaines. Le Premier ministre l'a dit, j'ai eu l'occasion de le dire, de dire que moi-même j'avais employé ce terme, qui a sans doute été utilisé au départ parce qu'il est un terme plus ou moins juridique, consacré, mais qui a pu donner le sentiment, évidemment, à certains secteurs qui n'étaient pas essentiels, alors que ça n'était pas le cas, et assez vite il a été changé, vous vous en souvenez, en produit de première nécessité. Oui, mais en fait le débat est à peu près politiquement le même, et c'est ce qui nourrit aujourd'hui la colère des acteurs de la culture. J'entends ce que vous dites. Simplement, moi je pense qu'au-delà des termes, les actes, et ce qui est mis en œuvre, est le plus important. Surtout quand on reconnaît qu'un terme a pu ne pas être approprié. Imaginez l'inverse. Des termes qui ne font pas débat, parfaitement appropriés, mais derrière, l'absence d'actes pour permettre à des acteurs de survivre, parce qu'ils vont survivre, parce qu'ils vont vivre grâce à notre mobilisation. Je pense que là, la situation serait plus compliquée. Encore une fois, on a été clair depuis maintenant plusieurs semaines sur cette question-là, et donc il n'y a pas évidemment de doute à avoir sur ce sujet. Ils vont survivre, vous dites ils vont vivre. C'est une conviction chez vous. Bien sûr que c'est une conviction. C'est une conviction parce qu'encore une fois, nous donnons les moyens et nous leur donnons les moyens. Et Roselyne Bachelot, elle est mobilisée 24 heures sur 24 sur ce sujet-là. Elle multiplie les réunions avec les acteurs pour recenser à chaque fois les besoins qui sont les leurs, les difficultés qui sont les leurs, et pour avoir un soutien à chaque fois adapté aux difficultés qui sont constatées. Merci beaucoup. Je vous dis à la semaine prochaine et nous nous retrouverons un lundi, exceptionnellement, plutôt qu'un mercredi.